Bienvenue sur Relions la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Relions la Caraïbe reçoit aujourd'hui Aurélia Michel. Bonjour. Bonjour. Aurélia Michel, vous êtes docteur en histoire, chercheuse au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, CESMA, et maîtresse de conférences en histoire des Amériques noires à l'Université Paris Diderot. Vous avez notamment contribué au scénario du documentaire Les routes de l'esclavage diffusé sur Arte en 2018, la publication récente au Seuil en janvier 2020 d'un essai vraiment passionnant intitulé Un monde en nègre et blanc, enquête historique d'un ordre social, nous a donné très envie de vous rencontrer et d'en discuter avec vous. Aurélia Michel, dans votre parcours d'historienne et de chercheuse, vous vous êtes d'abord interrogée sur les processus de construction de l'État-nation en Amérique latine. Vous travaillez aujourd'hui sur la formation des sociétés urbaines latino-américaines dans la première moitié du XXe siècle. Qu'est-ce qui vous a amené à consacrer un essai à la place de la race dans notre histoire française? Bien, bonjour et merci beaucoup de vos questions et de votre accueil. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce travail. Effectivement, c'est un travail qui est un petit peu particulier dans l'ensemble de mes travaux de recherche, puisqu'en fait, moi, je suis surtout spécialiste de l'Amérique latine, en premier lieu du Mexique. Maintenant, je travaille plus sur le Brésil. Mais c'est vrai que ça n'était pas dans mon domaine de spécialité, et c'est d'ailleurs un des points qui m'a conduit à l'envie d'écrire ce livre, c'est qu'en fait, il a fallu que je sois engagée dans l'enseignement en fait plutôt généraliste de cours sur les Amériques noires et sur ce qui m'a conduit évidemment à l'histoire de l'esclavage et de la traite atlantique, pour découvrir entre guillemets cette histoire très tardivement, et bien que j'étais censée quand même être une historienne des Amériques, avoir quand même une notion en tout cas de cette histoire. Et c'est le fait de découvrir mon ignorance et d'être complètement en fait effarée par l'ampleur de cette histoire et l'ampleur de sa violence que j'ai compris que voilà, il manquait quelque chose, en tout cas, dans le récit historique que l'on fait en général à l'école, y compris pour mes étudiants voilà, de licence d'histoire qui sont aussi censés être plus ou moins alertes sur ces questions. Eh bien, il manquait un récit qui permettait d'articuler l'importance de cette histoire de l'esclavage et de la traite dans notre histoire européenne déjà, atlantique, et puis dans ses conséquences qu'elle a aujourd'hui dans nos sociétés, et en particulier sur la question de la race. Alors, en effet, donc la notion de race, elle n'a pas toujours existé. Elle peut, mais en même temps, comme vous venez de le dire, elle ne peut pas être comprise si elle n'est pas mise en relation avec l'esclavage transatlantique. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette notion apparaît en réalité seulement à la fin du XVIIIe siècle en Europe? Mais une des premières choses que j'ai compris donc en préparant ces cours et finalement en réfléchissant à ce livre, c'est que, voilà, ça me paraît maintenant une évidence, mais la race ne précède pas l'esclavage. Hein, et souvent, j'entends, et notamment chez les étudiants, que finalement, le choix de l'Europe pour la traite esclavagiste africaine, atlantique, vient d'un ensemble de préjugés qui relèvent du racisme et qui auraient précédé et même justifié cette traite esclavagiste et ce choix de l'Afrique. Or, on voit très bien en réorganisant ce récit historique, c'est que c'est justement le contraire. C'est-à-dire, c'est parce que les Européens se sont retrouvés impliqués dans une traite esclavagiste atlantique, c'est-à-dire de l'Afrique vers les Amériques, que peu à peu, ils ont développé un préjugé extrêmement violent, extrêmement fort, qui était dû à la place symbolique, au mépris social qu'avaient les esclaves africains dans cette économie atlantique et dans cette société, disons, américaine-européenne qui se développait. Et que donc, précisément,
tant qu'il y a l'esclavage, tant qu'il y a l'institution de l'esclavage, il n'y a pas besoin de théorie raciale ou de discours racial. Il n'y a pas besoin d'élaborer une justification. L'esclavage va disparaître, c'est-à-dire qu'on commence à envisager sa disparition, son abolition, que à ce moment-là, dans cette transition, apparaissent les discours de justification et même peut-être tout simplement cette notion de race qu'on va petit à petit rattacher à du biologique ou disons à quelque chose de naturalisant qui viendrait justifier le préjugé qui a été produit par l'esclavage. Justement, vous dites à un moment que la race est un ordre social global. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cet ordre se met en place au XVIIIe siècle, notamment dans le cadre de la société d'habitation? Alors, cet ordre social global, qui est un ordre donc racial, c'est ce que j'essaye de mettre en évidence. Il est global d'abord parce que la modalité de la production esclavagiste, de la plantation atlantique, qui s'est mise en place à partir du XVIe siècle, est absolument centrale. Alors, je dirais dans l'histoire européenne, dans l'histoire américaine, dans l'histoire du monde en général, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, ce dispositif très spécifique qu'est la plantation atlantique, qui repose sur le travail esclave, il est une originalité, une singularité de l'histoire européenne et de l'histoire du capitalisme. C'est un peu le croisement entre l'histoire du capitalisme européen et l'institution de l'esclavage. Et ce dispositif si singulier, il a été crucial dans le développement économique de l'Europe. Il a permis aux Européens de s'affranchir d'un ensemble de contraintes, notamment géographiques, climatiques, démographiques, politiques, puisque au fond, avec la plantation, on peut produire des denrées destinées à la commercialisation en Europe, à peu près sur n'importe quel endroit qui serait adapté et avec n'importe quelle population, puisque en ce qui concerne l'endroit, les Européens le colonisent et en ce qui concerne la main-d'œuvre, ils vont l'acheter sur des marchés ou sur des filières qui existent aussi en Afrique. Voilà. Et donc, à partir du moment où ce dispositif est en place, on a en fait tous les éléments de l'économie moderne et avec la puissance du capitalisme, ce dispositif se développe à une immense échelle. Et donc, il faut voir cette histoire de la traite et de l'esclavage, pas simplement par son aspect, la question de la main-d'œuvre, mais par l'ensemble de l'économie qu'il produit. Et cette économie, elle est évidemment centrale, on pourrait presque dire, oui, il y a une grande continuité, notamment avec les modalités de la production industrielle, avec les catégories du travail. Le travail qui est celui qu'on utilise, la catégorie qu'on utilise aujourd'hui dans notre économie moderne, elle vient précisément de l'esclavage et de la possibilité de disposer, d'aliéner, d'acheter et de vendre un travail. Et donc, dans cette mesure, ce dispositif de la plantation atlantique est central et il a organisé absolument l'ensemble de nos catégories économiques, politiques, philosophiques et évidemment culturelles. À la suite de l'anthropologue Claude Meillassoux, vous expliquez que la race touche à nos structures anthropologiques. Vous mettez en avant l'impossible accès pour le nègre à la parenté dans le monde blanc. Comment bien comprendre cela, Aurélia Michet? Alors, c'est une fois qu'on est parti du constat que cette économie esclavagiste est prépondérante et disons qu'elle a une importance centrale dans l'histoire européenne notamment. Il faut s'interroger sur les conséquences de la présence de l'esclavage dans nos sociétés et qu'est-ce que ça signifie, pas simplement au niveau économique, mais à un niveau que donc effectivement j'ai mobilisé, qui est celui de l'anthropologie. Et l'anthropologie, il y a, disons, une approche anthropologique de l'esclavage, qui est celle de Claude Meillassoux, un anthropologue africaniste, qui propose une définition de l'esclavage comme l'esclave, c'est un individu qui ne participe pas à la parenté dans la société dans laquelle il est employé. C'est-à-dire que dans une société esclavagiste, l'esclave n'est pas un parent.
n'est pas un parent, il ne peut pas être le père ou la mère d'un enfant de cette société, un enfant libre donc. Et de cette manière, il ne participe pas à la reproduction des générations. Et c'est pour cette raison que cet individu n'est considéré que pour son travail ou pour éventuellement d'autres activités humaines, mais qui sont déconnectées, désarticulées de toute fonction sociale, de toute identité sociale. Et donc, ce recours massif à l'esclavage pour produire des denrées et pour au cœur de notre économie européenne, donc, a pour conséquence de former des sociétés dont une grande partie des individus ne sont pas des parents, ne sont pas des membres au fond de cette société, même des membres subalternes, dominés, etc., comme pouvait l'être, par exemple, la paysannerie européenne pendant l'Ancien Régime. Ce ne sont tout simplement pas des parents possibles. Et ça se traduit par des règles juridiques, mais de plus en plus par des règles, par des pratiques sociales, par des relations sociales. Et effectivement, quand on a cette clé de lecture, on comprend les tensions sociales qui ont fait exploser en fait le système esclavagiste à la fin du XVIIIe siècle. Aurélien Michel, qu'appelez-vous la phase nègre et la face nègre de l'Occident? Ce sont deux expressions que l'on trouve dans votre ouvrage. Oui, alors c'est vrai que de toute façon, cet ouvrage, même presque au moment de l'écrire, j'avais le titre en tête. Enfin, en tout cas, j'avais ce mot nègre autour duquel je voulais tourner, expliquer des choses. Et il me semblait que justement, c'était une dimension inconsciente, cachée, déniée de notre histoire occidentale, de l'histoire occidentale, et qu'il fallait l'éclairer. Et donc cet empire européen qui se déploie notamment aux Amériques et dans l'espace Caraïbe, il se caractérise par cette immense violence qui est induite par l'esclavage, par les proportions de ce dispositif, de la traite, des centaines de milliers, millions d'individus qui sont donc capturés, transportés, forcés au travail dans ces sociétés, et dans une dynamique qui est exponentielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la production ne repose pas sur le travail de générations d'individus de générations qui se reproduisent, mais est alimentée par la traite, par le marché, les rythmes de croissance et d'expansion de cette économie sont aussi tout à fait prodigieux et en fait posent rapidement les limites de cette société qui est presque dans un chaos assez rapidement, parce que les relations sociales sont extrêmement compliquées à établir, puisque l'esclavage en fait les empêche, et que assez rapidement on aboutit à des situations de violence, à des situations presque d'absurdité, qui sont inouïes et qui ont profondément marqué l'histoire européenne au sens dans cette dimension impériale, et qui ont forcément eu des conséquences sur les façons de concevoir, par exemple, la liberté, l'économie, comme je le disais tout à l'heure sur le travail, et sans aucun doute une difficulté à traiter tout simplement cette expérience traumatique, à lui donner sens dès lors que, disons, on se sépare de l'esclavage comme justification de cet ordre social. Vous montrez le lien évident dans votre ouvrage entre race, colonisation et esclavage. En Martinique comme en Guadeloupe, nous avons des mots pour distinguer les nuances de couleur. Mulâtre, métisse, chabine, etc. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous reveniez sur le préjugé de couleur et la stratégie de blanchiment qui se met en place dans les îles à sucre d'Amérique, et notamment françaises, dès le XVIIIe siècle. Alors, là, je vais reprendre en fait la question du préjugé de couleur, disons, à l'envers. C'est-à-dire, enfin à l'envers, je ne sais pas quel est l'envers et l'endroit, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que
l'origine de ces distinctions de couleurs et de ces interactions sociales, disons, liées à la couleur, c'est d'abord de définir un groupe qui est celui des Blancs. C'est la première couleur, au fond, qui est définie, puisque la question de l'identité blanche, elle part en fait d'une distinction d'une partie de la population coloniale, d'une distinction de tous les individus et toutes les populations qui seraient liées à l'esclavage. C'est au fond un séparatisme d'ailleurs qui s'est assumé comme tel de la part d'un groupe social qui voulait se distinguer absolument justement des populations métissées qui étaient souvent d'ailleurs leurs parents biologiques, souvent leurs enfants ou leurs frères et sœurs ou leurs oncles, etc. Et qui donc, par cette proximité, menaçaient aussi leur position ou les renvoyaient, disons, à une position très, très intenable, et qu'une partie de la société des maîtres a donc cherché à faire de cette distinction une réalité sociale, mais aussi juridique, qui donnait lieu à des privilèges, etc. Alors, ce qu'on voit très bien, alors là, je ne vais pas forcément parler de la société antillaise parce que d'abord, justement, je ne la connais pas, enfin, je ne l'ai pas étudiée spécifiquement et c'est celle peut-être que je connais le moins bien, mais par contre, je peux faire la relation avec ce que je sais du Brésil où il y a effectivement tout ce jeu aussi d'identité, de couleurs, de nuances qui vont irriguer en permanence les relations sociales et donner à chacun une place et voilà, une identité. Et que ce jeu de couleurs, il est extrêmement complexe. Alors, ce que je peux comprendre, c'est que cette Amérique de la fin du XVIIIe, il s'est agi pour le groupe des planteurs, alors une partie d'entre eux en tout cas, de se distinguer de cette population liée à l'esclavage en faisant valoir une généalogie, c'est-à-dire une inscription identitaire sociale qui, eux, les mettait dans une parenté bien identifiée, des ascendants, un arbre généalogique, etc. Et donc une appartenance à la société coloniale en fait. Et que le stigmate de l'esclavage, qui était celui qui était associé à la couleur de la peau, renvoyait justement à une non-participation à ces généalogies. Et donc, ces nuances qui peuvent s'établir dans les interactions sociales entre plus ou moins blancs, plus ou moins tel métissage, etc., renvoient à toute une gradation, disons, qui va du nègre esclave africain né en Afrique qui a perdu toute identité sociale et qui est en dehors de toute généalogie, à celui qui peut faire valoir ses 8 ascendants comme des blancs, enfin des Européens, voilà. Et donc avec cette couleur du blanc. Et je crois que voilà, c'est extrêmement complexe, ces jeux sociaux qui se mettent en place, et que ce qu'il faut garder en tête, c'est quelle est la frontière, autour de quelle frontière, disons, ces distinctions de couleurs jouent et se rapportent. Et c'est beaucoup plus simple de le comprendre comme une frontière qui va cerner un périmètre autour du groupe des Blancs, plutôt que de se poser la question qui est noir, qui est esclave, qui est plus proche de... Voilà. En fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut le regarder. Il faut d'abord regarder à quoi on accède avec la blancheur et justement comment il est extrêmement difficile d'accéder à ce groupe. Justement, Aurélia Michel, dans votre ouvrage, vous nous expliquez qu'après l'abolition de l'esclavage, notamment dans les vieilles colonies dont nous faisons partie à la Martinique, la théorie de la race va remplacer l'esclavage pour justifier de la ségrégation. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quelle ségrégation ? Et vous dites aussi que la race prend le relais de l'esclavage sans en être l'équivalent. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces éléments ? Je dirais que l'esclavage, il a une fonction essentielle dans cette économie et en général, c'est que l'exclusion qu'il permet, à laquelle il procède, cette exclusion de la parenté notamment, ouvre la possibilité de la violence. Je dirais presque l'implique. Et que cette violence, elle va servir précisément à extraire un individu de sa société, de sa parenté à lui, d'origine. Elle va servir à transporter le travail de cet individu
à l'endroit où on en a besoin, et puis elle va servir justement à contraindre au travail, à contraindre aussi à la résidence, enfin toutes les contraintes qui sont nécessaires à la mise en œuvre de cette économie de plantation qui repose donc sur le travail esclave. Et donc, principalement, ce que perdent les planteurs, ou ce que perd cette économie en abolissant l'esclavage, c'est la possibilité de cette violence. Sur le plan économique, c'est catastrophique, parce que voilà, dès lors que les planteurs n'ont plus la contrainte à disposition, ils risquent en fait, ils mettent en péril l'ensemble de la production et donc à plus grande échelle l'ensemble de l'économie européenne. C'est pour ça que c'est pas un débat anodin et ça n'est pas simplement un débat moral. C'est vraiment des enjeux économiques très importants. Et donc, effectivement, après l'abolition, au moment de l'abolition, dans les discussions très longues d'ailleurs, donc à propos de cette abolition, on va voir petit à petit comment la race, disons, prend le relais d'une justification qui va ouvrir la possibilité de la violence à nouveau, parce que précisément les races noires seraient naturellement paresseuses, qui naturellement ci et ça, enfin toute justification qui permettra de continuer à exercer de la contrainte parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait pour maintenir la production. Et donc ça sera une discussion qui sera beaucoup plus large, beaucoup plus nuancée que celle qui a lieu dans l'esclavage. D'ailleurs, il n'y a pas de discussion dans l'esclavage, on est esclave ou pas. Mais avec la race, c'est une interrogation permanente, c'est même une négociation, je dirais. Est-ce que, par exemple, les métis ont les mêmes caractéristiques que les nègres, les Africains, que quel Africain, quelle ethnie africaine? Est-ce que la créolisation, finalement, ça correspondra bientôt au terme de civilisation qu'on va employer pour l'Afrique, permet d'optimiser les conditions de production, c'est-à-dire déplacer la main-d'œuvre à l'endroit où on veut, qu'elle occupe un espace si on a besoin qu'elle occupe cet espace. Bref, toute la complexité de l'entreprise coloniale qui aura lieu au XIXe siècle et également pour le maintien des productions déjà en place aux Antilles et dans les régions de plantation américaines. Et donc, bien sûr, elle prend le relais, mais effectivement, c'est pas tout à fait la même chose, ne serait-ce que parce que la race attribue, disons, une grande diversité de rôles dans cette économie coloniale qui va justement reprendre ces fameuses gradations de couleurs, ces différentes races, ces différentes ethnies, etc. Alors justement, en progressant dans votre ouvrage, vous parlez de fiction blanche et des scientifiques, comment les scientifiques à la fin du 19e et au début du 20e ont soit abondé dans le sens de cette fiction, soit au contraire l'ont remis en cause. Est-ce que vous pouvez nous préciser cela et nous expliquer cette démarche des scientifiques par rapport à la fiction blanche? Alors, je dirais le deuxième point essentiel qui s'est posé au moment de l'abolition. Le premier, on vient d'en parler, c'est comment maintenir la production coloniale. Et le deuxième, c'est que cette abolition, elle intervient ou elle se pose en premier lieu dans des sociétés qui sont en train de se démocratiser. Et donc, dans le contexte des révolutions démocratiques et notamment la révolution de l'indépendance des États-Unis et la révolution française juste après. Et dans ces deux contextes, on est dans des sociétés complètement esclavagistes. Enfin, disons qu'ils sont très imprégnés par les relations esclavagistes, par la société esclavagiste dont on vient de parler, avec sa violence. Et donc, dans les deux cas, se pose une question pas résolue, finalement. Comment constituer ces sociétés égalitaires, ces sociétés de la liberté et de l'égalité naturelle, avec les affranchis, avec les anciens esclaves, avec ceux dont, voilà, si on va au bout du raisonnement des Lumières et au bout du raisonnement révolutionnaire, les individus affranchis devraient réintégrer la parenté. Ils devraient redevenir membres du groupe à part entière. Et c'est ça que les élites coloniales n'arrivent pas à faire, ne peuvent même pas concevoir. Alors c'est peut-être plus facile en théorie dans les régions qui sont éloignées des plantations, mais en tout cas pour les États-Unis c'est très clair, et puis pour les planteurs français des Antilles c'est aussi tout à fait clair, l'impossibilité de penser la nation, la communauté donc nationale, avec les anciens esclaves ou avec ceux qui portent le stigmate en fait de leur origine esclave. Et donc c'est là, dans cette impossibilité-là, qui n'est pas en fait résolue sur le plan philosophique, sur le plan politique, qu'il y a une béance. Il y a
quelque chose qui reste non réglé. Et notamment, c'est l'idée même de race qui va permettre de le régler en pratique. C'est-à-dire, au fond, une idée qui se diffuse, en premier lieu par l'intermédiaire de ces planteurs coloniaux, que la blancheur et la liberté seraient des équivalents. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté, ça vaut pour les Blancs. Pour les Blancs, donc, qui correspond donc à ce nouveau groupe social constitué dans le cadre des sociétés de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, cette idée, elle est complètement sans fondement. Elle apparaît comme ça devient une espèce de bon sens, un constat, voilà, sans que personne ne songe à la justifier. Et c'est petit à petit que, du fait qu'en fait le monde scientifique est lui-même impliqué dans cette économie esclavagiste, enfin coloniale, du fait que ce monde savant il est très connecté avec le monde politique, avec le monde parlementaire, eh bien que finalement les milieux de pouvoir vont faire sienne cette idée que naturellement la nation serait blanche et que voilà, que les membres de la nation libre, donc des citoyens libres qui peuvent acquérir des propriétés, etc., qui peuvent voter, eh bien, ce sont les Blancs. Ce sont les Blancs. Et comment on devient blanc ? Eh bien, on ne peut pas devenir blanc. On est blanc par filiation, parce qu'on a des parents blancs, et en réalité, la blancheur ne s'acquiert pas. Voilà, et c'est ça, cette fiction, qui est peu explicitée, jamais démontrée, évidemment, ça n'a jamais été une théorie scientifique, mais qui accompagne complètement l'évolution de l'économie coloniale et aussi des grands principes qui sont adoptés dans les pays qui ont établi la révolution démocratique, la souveraineté de la nation, etc. Chronologiquement, beaucoup plus près de nous, Aurélia Michel, est-ce que vous pouvez revenir sur l'affaire des bonnes Antillaises et nous expliquer en quoi cette affaire illustre l'ambivalence entre, d'un côté, une société en France qui se modernise, se démocratise et se métisse dans les années 1920, et de l'autre, une société qui continue d'invisibiliser les populations noires. Alors, j'ai découvert le travail donc, de Milia Marius-Monique sur les bonnes Antillaises dans les années 20, et ça m'a complètement... j'étais très frappée, en fait, par cet épisode, et je dirais que ça participe des séquences qui ont été justement des séquences de réaction vraiment raciale à ces dynamiques de démocratisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on établit, peut-être même en théorie, l'égalité naturelle voilà, à de plus en plus d'individus, il y a en définitive une réaction qui suit et qui va limiter cette égalité ou cette liberté à un certain groupe. Et on voit très bien à ce moment-là, donc un siècle plus tard, même plus d'un siècle plus tard, dans les années 1920, comment cette fiction blanche, elle continue d'agir et elle continue, disons, d'organiser énormément de choses, notamment le travail. Alors, l'histoire des bonnes Antillaises, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, en France, et après une forte participation des femmes à l'effort de guerre, dans l'emploi industriel, etc., il y a un problème qui se pose en France, qui est identifié par un certain nombre de personnes, comme d'une part, il faut repeupler la nation parce que justement il faut produire des citoyens, etc., après les grandes pertes démographiques de la guerre, et d'autre part, les femmes ne renonceront pas à la place qu'elles ont gagnée socialement avec l'épisode de la Première Guerre mondiale. Et donc, il faut résoudre cette question. Les femmes doivent pouvoir faire des enfants, avoir de multiples grossesses, élever leurs enfants, etc., mais aussi pouvoir travailler et maintenir leur indépendance, notamment économique. Et cette question, effectivement, elle pose un problème. D'ailleurs, on continue, c'est un problème qui continue à se poser. Il y a donc un personnage qui est une avocate, Camille Balofi, qui a une idée pour le résoudre, c'est-à-dire de recourir justement à une main-d'œuvre de service qui va assurer en partie le travail des femmes domestiques, le travail des femmes blanches domestiques, et donc de faire venir des domestiques, depuis les Antilles, pour justement permettre aux femmes françaises
de travailler et en même temps d'avoir des enfants. Alors, c'est très frappant ensuite de voir comment cette idée, ce projet des bonnes Antillaises relève complètement de l'imaginaire esclavagiste, mais sans aucun recul, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a tout un argumentaire pour expliquer que les domestiques antillaises sont déjà formées, entre guillemets, au service vis-à-vis des Français, qu'elles sont des servantes dociles, qu'elles n'ont pas perdu leurs habitudes depuis le XVIIIe siècle, etc. Donc on est vraiment dans le recours à cet imaginaire, en les opposant d'ailleurs aux Africaines sauvages qui sont assibilisées. Et puis, elles vont être embauchées dans des conditions qui sont, qui ont les caractéristiques du travail esclave, c'est-à-dire très souvent non payées, plus ou moins assignées à résidence, et puis subissant des violences physiques de la part de leurs employeurs qui ne se gênent pas. Voilà. Donc, il y a plusieurs cas avérés de coups qui sont donnés à ces personnes. Donc, en fait, très tardivement, la reproduction, presque intégralement, des conditions du travail esclave dans les sociétés du XVIIIe siècle antillaises. Alors, ça interroge beaucoup parce que ça permet aussi de réfléchir, puisqu'on parle aussi beaucoup d'intersectionnalité en ce moment, dans les débats sur l'émancipation, sur les analyses sociologiques, etc. On voit très bien dans cet épisode que la fiction blanche, qui fait des femmes blanches des reproductrices du blanc, c'est vrai que ça c'est très net que cette fiction blanche, elle a conduit à assigner les femmes blanches à un rôle bien précis qui est la reproduction des blancs, de la reproduction tout simplement. Cette fiction blanche qui est une aliénation pour la femme blanche, eh bien la femme blanche, en tout cas avec ce personnage de Camille Balofi, s'en libère, s'en émancipe, sans faire le lien avec l'aliénation qui porterait sur d'autres femmes, sur des femmes non blanches, sans faire le lien, et au contraire, grâce au travail domestique et à l'aliénation qu'elles vont perpétuer sur des femmes non blanches. Donc c'est quand même un épisode qui fait réfléchir et qui nous oblige quand même à se demander, dans plusieurs sociétés contemporaines, quelle est la place et la fonction du travail domestique, qui l'occupe, qui le fournit et au bénéfice de qui. Quand on parle de l'histoire de l'ordre racial, on pense ici, notamment en Martinique, à Frantz Fanon. Aurélia Michel, en quoi la réflexion et l'œuvre de Frantz Fanon sont-elles fondamentales dans le processus qui consiste à débiologiser la race ? Alors, Frantz Fanon, la grande force, une des grandes forces de son œuvre et de sa réflexion, qui accompagne bien sûr son activité politique, c'est le fait qu'il parte comme médecin, en fait, de la psychiatrie. Et en cela, il va d'ailleurs s'inscrire aussi dans une lignée. Il y a plusieurs autres psychiatres qu'on pourrait citer du monde atlantique qui ont fait cette démarche. Mais c'est très intéressant parce que finalement, effectivement, sa réflexion de psychiatre sur les origines biologiques, physiologiques de la maladie, sur leur caractère héréditaire, génétique, la réflexion sur les facteurs organiques vont le conduire, comme d'autres d'ailleurs, à questionner ce qui relève précisément de ce qu'on appelle la race à ce moment-là, et qui est alors un discours très très en place, justement, qui s'est consolidé au cours du 19e siècle, et donc qu'on remet en fait en question, mais c'est encore un moment où le discours racial est terriblement efficace. Et donc, à partir de son approche sur l'aliénation, qui est l'aliénation de la maladie mentale, en fait, il va décomposer ce qui relève du physiologique, ce qui relève du génétique, ce qui relève des interactions sociales, ce qui relève aussi du langage, de la psychanalyse. Il a aussi été formé à cela. Pour ce qui nous intéresse ici, précisément, ce qui relève du social. Et dans cette démarche, il va pouvoir retourner la question de l'aliénation à la société
qui aliène l'individu, voilà, à la fois le malade mental, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le racisé, c'est-à-dire celui qui est victime de la race, celui qui est pris, qui est aliéné par la race, que la race et le discours racial de la société sur lui affecte, aliène, met en difficulté totale le développement de sa subjectivité, le développement de son existence sociale, de son individualité. Voilà, une des trajectoires, disons, de pensée intellectuelle les plus fortes, les plus puissantes, qui vont le conduire évidemment au bout de cette logique à l'aliénation coloniale et donc à un engagement dans les guerres de décolonisation et à une échelle non seulement atlantique mais africaine et universelle au fond. Aurélia Michel, malheureusement, notre entretien touche à sa fin. On aimerait pouvoir continuer beaucoup plus longtemps avec vous. Mais enfin, en guise de conclusion, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on pourrait sortir, comment on pourrait en finir avec la race et donc comment on pourrait finir avec le mythe de la filiation biologique? Et surtout, en quoi là, cette proposition est une proposition fondamentalement politique? Oui, c'est la réflexion que j'ai voulu mener à la fin de cette enquête historique. Au fond, puisqu'on a dit que la race, finalement, ce n'était pas une théorie scientifique, c'était une fiction, qu'elle a été effectivement centrale, mais qu'on pourrait imaginer quand même aujourd'hui que, vu les mutations de l'économie, du capitalisme, etc., on n'ait pas besoin de recourir à cette violence raciale, on pourrait s'en passer, on va dire. Le capitalisme lui-même pourrait peut-être s'en passer, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on reste accroché, sans le savoir souvent, qu'on reste pris, saisi par des prismes raciaux en permanence et que finalement, on continue dans les interactions sociales à soulever cette question de l'appartenance graduelle à la parenté. Voilà. Est-ce que tel ou tel individu est plus ou moins de la même société que moi, selon sa couleur? Voilà, ça, ce sont des questions qui se posent en permanence dans les interactions sociales. Pour l'expliquer, il faut évidemment revenir sur le moment de l'avènement de la race dans les discours. Et ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est que lorsque, dans les révolutions démocratiques, la liberté, en fait, a été pensée pour un groupe fermé, qui est celui des Blancs, qui seraient des Blancs par nature, c'est-à-dire un groupe social naturel, qui transmettraient leurs attributs de blancheur par la filiation biologique, à leurs enfants naturellement, eh bien, cette fiction-là, on n'en est pas forcément conscient, et pourtant, elle va avec l'idée de beaucoup de préjugés qui ne sont pas forcément pensés comme tels. En tout cas, c'est la conclusion que je fais. Il y a des enfants qui ne sont pas tout à fait nos enfants. En tout cas, ce n'est pas tout à fait comme nos enfants. Et puis, il y a nos parents, puis il y a aussi des parents, des personnes âgées qui, voilà, c'est pas tout à fait non plus nos parents. On leur doit pas forcément le même respect, etc. Voilà. Et que dans ces pas tout à fait là qui se glissent dans les interactions sociales, il y a un attachement très fort à l'idée que la parenté se construit de façon uniquement biologique, qu'elle est restreinte à la formation de ce groupe biologique qu'on n'a pas suffisamment questionné. On le questionne par d'autres moyens aujourd'hui, par la question de la PMA ou du mariage pour tous, etc. Là, on questionne ces règles-là de filiation et de parenté et on révèle qu'on n'a pas besoin du biologique en réalité. En tout cas, que le biologique ne définit pas à lui seul ces liens qui font société. Et donc, je crois qu'il faut aller au bout de ce raisonnement et regarder en face que pour dépasser la race, il faut dépasser l'idée qu'il y a une différence qui serait induite par le biologique. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que nos enfants sont nos enfants pour toute la génération de ces enfants, que nos parents sont tous nos parents et que nous devons, qu'on ait soi-même des enfants ou pas, on doit le même respect aux personnes qui nous ont précédés, qui nous ont aidés à devenir dans ce monde, et que finalement, on était liés à la fois à nos parents et à nos enfants communs par les mêmes engagements qui sont leur prise en charge, leur laisser un monde correct, avec des ressources suffisantes, etc. Et que cet engagement, il doit dépasser cette conception biologique des groupes sociaux qui, en fait, reste très présente dans notre façon de regarder le monde et de nous regarder les uns les autres.
Eh bien, Aurélia Michel, nous allons vous remercier pour ces échanges passionnants qui nous ont permis de comprendre comment la race continue largement d'organiser les rapports sociaux dans notre démocratie française et comment ailleurs elle organise aussi les relations entre les États-nations. Merci encore pour cet entretien et chers auditeurs, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. à écouter, à regarder et à lire.